Certaines carences alimentaires augmentent le risque de faire une fausse couche. Malheureusement, oui. Une carence en zinc est notamment corrélée à un risque plus élevé de faire une fausse couche. Bonjour à toutes et peut-être à tous et bienvenue dans À l'écoute de votre fertilité, le podcast dédié à vous, future maman, qui vous accompagne dans la réussite de votre projet grossesse. Tout au long de cette série de podcasts sur la fertilité, nous allons découvrir des interviews exclusives, mais surtout en apprendre plus sur le fonctionnement de notre corps. Aujourd'hui, on se retrouve avec Emeline Bacot, diététicienne et coach BIMOM, pour vous parler de l'impact de l'alimentation en préconception sur la santé du futur enfant. Bonjour. Bonjour Emeline. On a déjà discuté lors d'un précédent podcast, mais tu es spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire toute la période qui va de la conception jusqu'à l'accouchement. Mais tu es également spécialisée en fertilité. Tu travailles d'ailleurs avec BIMOM depuis le début. Alors la dernière fois, on a discuté du rôle que joue l'alimentation sur la fertilité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est directement en lien, le rôle de l'alimentation de la future mère sur la santé de l'enfant à naître. Concrètement, comment l'alimentation en préconception peut jouer sur un enfant qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore été conçu? Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange de se dire qu'on peut agir sur quelque chose ou quelqu'un, en l'occurrence, qui n'existe pas encore. En fait, la qualité de nos gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovules, reflète la santé générale d'il y a 3 mois. Donc autrement dit, la qualité de notre alimentation d'aujourd'hui impacte la qualité de nos gamètes qui seront prêtes pour une fécondation dans 3 mois. Cela s'explique assez facilement par le fait que la nourriture nous apporte les éléments nécessaires à la fabrication des cellules et joue sur l'ADN de celles-ci. Donc ça va jouer sur la façon dont les gènes vont s'exprimer dans le futur et peut augmenter ou diminuer le risque de développer certaines maladies notamment. Donc une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie dans l'ensemble, ça va de pair, impacte forcément la qualité des gamètes et permet de donner au futur enfant toutes les chances pour être en bonne santé tout au long de sa vie. Et ça vaut pour la mère et pour le père. Ok. Et donc concernant la mère, faut-il conserver cette alimentation après être tombée enceinte? Bien évidemment, l'alimentation pendant la grossesse a un rôle très important pour la santé de son futur enfant. Une alimentation trop calorique ou trop sucrée notamment peut augmenter le risque de diabète gestationnel ou de macrosomie, c'est-à-dire un bébé trop gros, ce qui peut provoquer des complications lors de l'accouchement par exemple. Des carences comme en oméga 3 par exemple peuvent avoir un impact direct sur la santé du bébé. Les oméga 3 sont notamment indispensables pour le développement et le fonctionnement du système nerveux de l'enfant. Enfin, et c'est tout aussi important, mais une alimentation saine et équilibrée pendant la grossesse permet également à la mère d'être en meilleure santé et d'avoir assez d'énergie, en évitant les carences en fer par exemple. Ça lui permettra aussi d'avoir assez de réserve pour la période postpartum qui est fatigante physiquement et émotionnellement. Oui, complètement. Alors est-ce que tu pourrais nous résumer en 3 points, par exemple, l'alimentation en périconception? Bien sûr. En périconception, l'alimentation doit être aussi équilibrée que possible et surtout riche en nutriments essentiels. Donc il n'est pas question de faire un régime drastique à ce moment-là, même si on souhaite perdre du poids par exemple. Si je devais choisir 3 axes importants, ce serait en premier lieu d'optimiser son apport en oméga 3, puisqu'ils sont nécessaires pour le développement cérébral du futur bébé. Ça passe par une alimentation riche en poissons gras, en privilégiant tout de même ceux qui ne contiennent pas de métaux lourds, ainsi qu'en choisissant des matières grasses spécifiquement riches en oméga 3. Ensuite, il faut bien évidemment s'assurer d'avoir un apport alimentaire suffisant en vitamine B9, ce qu'on appelle aussi l'acide folique. Ça, c'est notamment une des préconisations principales du docteur Gaskins dans le régime Profertilité. La vitamine B9, elle est nécessaire pour réduire le risque d'anomalie du tube neural chez le bébé, qui est une malformation grave. Pour optimiser son apport en vitamine B9, on pensera notamment à consommer au maximum des légumes verts, comme le chou, les épinards, brocolis, salade. Et puis, enfin, un bon apport en calcium aussi est nécessaire pour le développement osseux du futur bébé. On en retrouve dans les produits laitiers, bien sûr, mais aussi dans les légumes, dans les oléagineux comme les noix, les amandes, les graines de sésame, tout ça. Et puis dans certaines eaux minérales aussi. Et conjointement à l'apport en calcium, il faut veiller à son apport en vitamine D aussi, puisqu'elle permet une meilleure absorption du calcium. Au niveau alimentaire, c'est un petit peu difficile de couvrir les besoins puisqu'il y a assez peu de sources alimentaires. Mais par contre, on peut soit se complémenter, soit aussi s'exposer au soleil quotidiennement quelques minutes pour permettre la synthèse de la vitamine D grâce aux UV qui vont être en contact avec notre peau tout simplement. Ok.
Alors comme tu l'as dit, on ne fait pas de régime en période préconceptionnelle, notamment pour éviter les carences. Mais on peut en avoir malgré tout, à cause d'une malabsorption par exemple. Et dans ce cas, est-ce que cela peut mettre en danger la santé de l'enfant à naître? Oui, malheureusement, des études scientifiques mettent en évidence que les bébés des femmes malnutries avaient un moins bon développement cognitif, par exemple. La qualité de l'alimentation de la mère impacte directement le développement cognitif de l'enfant jusqu'à ses 3 ans. Les femmes qui ont une alimentation riche en fruits, légumes et poissons mettent au monde des bébés ayant de meilleurs scores de neurodéveloppement. Donc, l'alimentation de la future mère peut également impacter la croissance de l'enfant à naître et même son risque de développer certaines allergies. L'apport en protéines notamment est très important aussi pour le développement de l'embryon et du placenta. On pensera aux protéines d'origine animale mais aussi à celles d'origine végétale évidemment. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de parler que de viande quand on parle de protéines. Non, 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 évidemment, on a les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, ou les fruits à coque aussi, hein, noisettes, amandes, tout ça, qui en plus sont très riches en vitamines et minéraux. D'ailleurs, parmi les minéraux, une carence en fer peut avoir des conséquences sur le bébé. Ça peut provoquer un accouchement prématuré avec des conséquences qui peuvent être graves pour la santé du bébé. On a une carence, en iode aussi qui peut avoir des conséquences négatives sur le bon développement du cerveau du bébé. Les besoins augmentent en plus pendant la grossesse et un déficit en iode peut entraîner des altérations thyroïdiennes chez la mère et chez l'enfant et un risque de diminution irréversible des capacités intellectuelles aussi. Donc c'est vraiment pas anodin. Globalement, n'importe quelle carence en fait peut affecter le bon déroulement de la grossesse et la santé de l'enfant. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, on comprend bien le rôle de l'alimentation et son impact en périconception. Une autre question que beaucoup se posent, c'est: une maman peut-elle transmettre des pathologies liées à l'alimentation à son futur bébé? Alors tout dépend de quelle pathologie on parle, mais si on reste vraiment sur les pathologies purement liées à l'alimentation, on peut par exemple parler du surpoids. Une femme qui a un surpoids important avant sa grossesse aura un risque plus important de développer un diabète gestationnel pendant sa grossesse. Et ce diabète augmente le risque de macrosomie du bébé, donc comme on l'a dit précédemment, un poids élevé à la naissance, et puis aussi un retard de croissance, un accouchement prématuré ou encore un risque d'hypoglycémie à la naissance, puisque le bébé ne bénéficiera plus des apports en glucides de sa mère et il n'est pas encore en capacité de réguler tout seul sa glycémie. Donc oui, les pathologies que développe la mère impactent la santé du futur bébé sans aucun doute. Merci Emeline. On va aborder maintenant une question importante qui angoisse beaucoup de femmes. Est-ce que certaines carences alimentaires augmentent le risque de faire une fausse couche? Malheureusement, oui. Une carence en zinc est notamment corrélée à un risque plus élevé de faire une fausse couche. Si malheureusement toutes les fausses couches ne peuvent pas être évitées, démarrer sa grossesse avec le meilleur état nutritionnel possible limite quand même le risque de beaucoup de complications. Alors autant mettre toutes les chances de son côté. Oui, clairement. Et en dehors de la santé, est-ce que l'alimentation en préconception peut influer sur d'autres éléments comme le sexe du futur enfant? C'est une question qui revient beaucoup chez nos patientes BIMAM. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. La théorie est basée sur le pH du corps, qui est impacté notamment par notre alimentation, et sur la glaire cervicale, qui permet la progression des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Un pH élevé, donc acide, favoriserait les spermatozoïdes mâles, tandis qu'un pH bas, donc basique, permettrait aux spermatozoïdes femelles de passer plus facilement. Il faudrait en plus que les rapports sexuels aient lieu à un moment précis du cycle. Il y a eu plusieurs études qui ont tenté de valider ou d'invalider cette théorie. Par exemple, à la fin des années 70, une étude a été menée à l'hôpital Cochin à Paris sur 300 femmes qui ont suivi un régime censé déterminer le sexe de leur enfant. Plus de 80% des femmes qui sont allées au bout de l'étude, donc c'est pas les 300 femmes, hein, mais plus de 80% de celles qui ont terminé l'étude ont eu un enfant du sexe désiré. Pour autant, il n'y a pas de preuves scientifiques qui démontrent que ce pourcentage est forcément lié au régime alimentaire, pas plus que ça prouve que l'acidité vaginale a un réel impact sur les spermatozoïdes. Oui, effectivement. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications, Emeline. Grâce à toi, on comprend mieux à quel point faire attention à son alimentation est déterminant pour la santé de son futur enfant. Et ce, dès qu'on a un projet bébé. À bientôt! À bientôt!